Bien, mes chers collègues, nous allons commencer notre deuxième table ronde de la matinée. Madame la présidente de la commission des lois, chère Yaël, mes chers collègues, nous poursuivons donc notre cycle d'audition portant sur la révision de la loi bioéthique. Après avoir débattu avec des professeurs de droit, nous abordons une nouvelle table ronde portant sur la recherche génétique et la recherche sur l'embryon. Je remercie par avance les professeurs Fischer, Magnan et Munich d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Cette deuxième table ronde illustre bien l'une des difficultés posées par la révision des lois de bioéthique. La nécessaire compréhension des sujets majeurs, parfois techniquement et scientifiquement complexes, sur lesquels nous devrons, alors qu'ils ne nous sont pas tous familiers, nous forger une opinion éclairée. C'est bien l'intérêt et l'objectif de nos échanges avec nos invités que je vais vous présenter très brièvement. Le professeur Fischer, vous êtes connu au moins pour les membres de la Commission des affaires sociales puisque nous avons eu l'occasion de vous auditionner sur le sujet de la vaccination au moment du PLFSS. Je rappelle que vous avez été notamment membre du Comité consultatif national d'éthique, que vous avez dirigé l'Institut des maladies génétiques, Imagine, de 2009 à 2016, spécialiste reconnu en pédiatrie et immunologie. Vous êtes enfin titulaire de la chaire médecine expérimentale au Collège de France. Professeur Magnan, vous êtes professeur de médecine respiratoire et pneumologue et par ailleurs président du Comité national de coordination de la recherche. Professeur Munich, vous êtes professeur de génétique pédiatrique, président du conseil d'administration de l'Institut Imagine. Afin de poser les termes du débat, il me semble nécessaire d'avoir une présentation complète des enjeux afférents à la recherche et de ce qui constitue pour vous des points d'attention. En tant que médecin et chercheur, vous avez aussi très certainement un avis sur le cadre juridique de la bioéthique et sur les ajustements qui vous semblent nécessaires. Je vous inviterai à prendre la parole dans quelques minutes, pour 10 minutes chacun. Je sais que c'est frustrant, afin de ménager surtout le temps d'échange nécessaire avec les parlementaires qui ont des questions à vous poser, et puis pour que vous ayez le temps de nous présenter les enjeux essentiels de cette prochaine révision. Avant de commencer, je vais donc passer la parole à Cédric Villani, au nom de l'OPEX. Merci Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes, chers collègues. Je vais prendre ces 2 minutes pour juste évoquer la façon dont le débat et cette question de la révision de la loi de bioéthique se présente pour l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Selon une procédure établie par la loi, la révision de la loi de bioéthique comporte un débat organisé par la CCNE et puis un avis qui est rendu par l'Office parlementaire et qui est pris en compte dans la préparation de la loi. C'est une procédure qui permet d'associer à la fois sur ce thème les questions de loi et d'éthique qui, comme on l'a vu tout à l'heure, font référence à normes et au questionnement, et les questions scientifiques et technologiques qui viennent éclairer. J'insiste sur le fait que ce mariage entre les questionnements, la norme et la science et la technologie ne va pas de soi, qui est toujours difficile à instruire, et que l'ordre dans lequel les choses se font de par la loi est le bon, au sens où on commence par le débat public et ensuite la science vient apporter un grain de sel si on veut. La conception sur laquelle on commencerait par la science et ensuite le débat public s'en suivrait ne correspond pas à ce que l'on observe en réalité et serait une stratégie perdue d'avance. J'insiste sur le fait, cependant, qu'on est ici sur des difficultés importantes dans l'organisation du débat. En premier, les débats scientifiques n'ont jamais été aussi difficiles à organiser sur des questions sensibles que maintenant, du fait du rapport à l'information qui a été bouleversé par la communication informelle, par réseaux sociaux et par toutes sortes de propagations. Il y a eu des études très récentes dans Science, par exemple, montrant que ce qu'il est coutume d'appeler les fake news se propagent beaucoup plus vite que les real news, comme on dit, que les nouvelles certifiées, que les gens y étaient plus réceptifs, y croyaient beaucoup plus, et que toute tentative d'aménager ou de cadrer ce qui se propage comme information par le regard scientifique est perçue comme une censure, un complot, et quelque chose qui est finalement à l'encontre de ce que l'on souhaiterait.
En termes de sciences biologiques, c'est également là que nous avons les plus grandes difficultés à établir ce qui s'approcherait de la vérité avec des taux de reproductibilité dans les expériences qui sont plus faibles que dans d'autres sciences plus exactes, comme on dit. Enfin, on le voit bien dans cet exemple de cette loi de bioéthique, le débat est difficile parce qu'il ne va pas sur les enjeux, spontanément, sur les enjeux qui sont scientifiquement les plus délicats. Tout à l'heure, quelqu'un demandait s'il ne fallait pas réactualiser les lois de bioéthique de façon plus rapide en fonction des progrès de la science, mais ce qu'on observe en l'occurrence, c'est que les questions qui ont vraiment progressé récemment du fait des avancées scientifiques en rapport avec les développements majeurs de l'informatique, de l'algorithmique, des données, aussi des sciences de la vie, techniques de génie génétique et autres, ne sont pas celles qui font l'objet de la plus grande attention dans les débats publics. Au contraire, les débats publics sont captés plutôt par les questions de procréation, par les questions de fin de vie, pour lesquelles les changements scientifiques et technologiques sont faibles. Et il y a là un enjeu majeur par rapport à la place de l'Office parlementaire scientifique, comment arriver à mettre la lumière au plus sur ce qui a évolué au point de vue scientifique et technique, et informer aussi bien le législateur que l'opinion publique. Je n'en dirai pas plus et je vous laisse pour la poursuite des débats. Merci beaucoup. Monsieur le professeur Fischer, pour commencer, vous avez la parole. Je vous remercie beaucoup de cette invitation et de participer à un débat important. Nous avons à traiter finalement deux sujets, celui qui concerne les conditions d'utilisation des progrès de la génomique en médecine et le sujet des cellules souches embryonnaires. Compte tenu du temps imparti, j'ai envie de restreindre mon exposé plutôt à la seconde partie, sachant qu'à côté de moi, j'ai un éminent collègue et ami qui discutera, ainsi que mon collègue voisin, des questions de génomique, quitte à réintervenir si besoin, si éventuellement il y a des points que je souhaiterais préciser. Et donc je vais aller directement aux cellules souches embryonnaires. Donc quelques rappels brefs. Depuis 1998, ça fait 20 ans, ont été établis par initialement des chercheurs britanniques la possibilité de dériver ce qu'on appelle des cellules souches embryonnaires à partir de l'embryon humain au stade 5-7 jours après fécondation. Ces cellules, qu'on peut maintenir indéfiniment en culture, peuvent être différenciées in vitro à peu près dans tous les tissus et donc sont évidemment un outil très important de la recherche sur le développement de l'embryon humain et au-delà des différentes lignées cellulaires. Et une seconde étape très importante de progrès a été, depuis 2006, chacun sait cela, des travaux de Yamanaka au Japon, c'est la capacité d'induire des cellules très voisines, ce qu'on appelle les cellules induites pluripotentes, à partir de reprogrammation de cellules, par exemple, de fibroblastes de la peau ou d'autres de cellules du sang, que l'on peut, à l'aide de modifications génétiques, retransformer en cellules souches embryonnaires. Je suis un tout petit peu schématique. Et ces cellules pluripotentes induites sont également évidemment extrêmement importantes pour la recherche, puisqu'on peut les utiliser pour les différencier en toutes sortes de tissus. Et ces cellules peuvent provenir d'un individu sain, mais aussi d'un individu malade, et donc étudier les comportements, les caractéristiques cellulaires d'un individu malade. Assez souvent dans le débat, et je vais y revenir, on a peut-être un peu rapidement tendance à considérer que cellules souches embryonnaires issues d'un embryon et cellules souches pluripotentes sont équivalentes. Alors, elles ont énormément de points en commun, bien naturellement, mais elles ont des différences. On sait que les cellules souches pluripotentes ont un programme épigénétique, de reprogrammation de la façon dont les gènes sont commandés, sont régulés, qui n'est pas tout à fait stable et qui n'est pas tout à fait physiologique. D'ailleurs, c'est en soi un sujet de recherche extrêmement important si d'aventure un jour ces cellules devaient être utilisées en thérapeutique. Donc ce sont deux sources de cellules de grand intérêt en recherche, comparables mais non identiques. J'insiste là-dessus pour revenir là-dessus. Dans la situation actuelle de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, qui est l'objet principal ici, je voudrais distinguer trois situations. La recherche sur des cellules souches embryonnaires dérivées de lignées déjà existantes, puisque donc je rappelle que cela fait maintenant 20 ans que l'on sait dériver de telles lignées. Je voudrais ensuite évoquer la recherche sur la création de nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires et, en troisième point, l'éventuelle recherche sur l'embryon entier. Et avant d'aborder les éventuelles questions thérapeutiques. Alors, recherche sur les cellules souches embryonnaires, encore une fois, il y a un grand nombre de lignées existantes de par le monde qui sont utilisées aussi en France, qui ont été obtenues à partir d'embryons surnuméraires. Donc, réutiliser une cellule souche qui existe déjà dans un laboratoire n'implique pas de destruction de l'embryon, puisque ces cellules existent déjà.
Et on peut se poser la question si par rapport à la loi telle qu'elle est aujourd'hui dans la régulation de l'utilisation en recherche des cellules souches embryonnaires, qui implique une autorisation préalable, s'il y a nécessité de maintenir cette autorisation dans la mesure où ces cellules ne sont pas capables de donner naissance à un embryon entier. On peut juste faire des expériences au laboratoire et que ces cellules, encore une fois, ont déjà été créées, donc il n'y a plus de question d'embryon. Certains pays ont franchi ce pas. Par exemple, en Grande-Bretagne, il y a un accès libre à ces cellules souches embryonnaires en lignée préexistante. Donc c'est ce premier point que je voulais évoquer. Le deuxième point donc, concerne la création de nouvelles lignées. Il y a toujours intérêt à dériver de nouvelles lignées, même s'il en existe déjà un grand nombre de par le monde, que ce soit, encore une fois, des lignées dérivées de cellules d'un embryon a priori sain, entre guillemets, ou d'un embryon pathologique. Cela est concevable lorsqu'il y a un diagnostic préimplantatoire et qu'un diagnostic de maladie génétique est fait. On peut envisager d'utiliser les cellules de l'embryon pathologique, qui n'est pas réimplanté dans ce cas, bien sûr, pour dériver des cellules souches embryonnaires. Cela est de grand intérêt. Dans les conditions actuelles de recherche, la loi dit qu'il faut que la recherche soit pertinente, elle a une finalité médicale, tout ceci ne se discute pas, qu'elle respecte les règles d'éthique autour de l'embryon, ceci ne se discute toujours pas, mais il y a un point que je souhaite discuter. La loi dit qu'il il est légitime de créer de lignées ou de travailler avec des cellules souches embryonnaires s'il n'y a pas d'alternative. Et c'est là qu'est mis en avant de temps en temps le fait qu'il y a une alternative potentielle que sont les cellules souches induites pluripotentes. Je voudrais mettre en garde contre cette fausse équivalence. Ce sont des recherches complémentaires qui nécessitent souvent comparaison. Donc je pense, ma suggestion serait de faire tomber le caractère d'absence d'alternative sur l'autorisation de faire des recherches, et en particulier sur la création de cellules souches embryonnaires. Sinon, il n'y a pas d'éléments supplémentaires à évoquer. Un troisième point qui mérite discussion aujourd'hui, parce que c'est une avancée scientifique récente, c'est la capacité de développer une recherche sur un embryon entier, sans réimplantation naturellement, sur une période de 14 jours, comme cela a été défini dans certains pays. Juste à titre d'exemple, peut-être d'ailleurs c'est le plus beau travail scientifique dans ce domaine, a été publié par des collègues britanniques à l'été dernier dans la revue Nature, où à partir d'embryons préexistants, pour cette recherche n'a pas impliqué la création d'embryons, mais ils ont utilisé des embryons donc, qui n'avaient pas d'objet, pour lesquels il n'y avait pas de projet parental. Ils ont modifié génétiquement ces embryons en utilisant la technique CRISPR-Cas9, sur laquelle je vais revenir dans un instant, où ils ont inactivé l'expression d'un gène très important aux étapes précoces du développement, et ils ont suivi le développement de l'embryon pendant 14 jours. C'est un magnifique travail parce que ainsi, évidemment, c'est une recherche quasi fondamentale, même si elle peut avoir un jour des applications médicales. Ces chercheurs ont pu déterminer de façon extrêmement précise chez l'embryon humain le rôle de ce gène dans des étapes assez complexes, je ne vais pas entrer dans les détails ici, du développement de l'embryon. Autrement dit, je pense que ces recherches sont pertinentes, qu'elles ont un intérêt cognitif, mais elles ont potentiellement, même si personne ne peut le considérer aujourd'hui avec précision, un intérêt médical futur. À vrai dire, je suis incapable, je ne sais pas, mais vous allez me le dire, je pense que vous le saurez mieux que moi, si la loi telle qu'elle existe en France aujourd'hui sur la recherche concernant les embryons autorise ou non de maintenir des embryons en culture pendant quelques jours et éventuellement les modifier génétiquement, encore une fois, sans aucun projet thérapeutique, mais dans un but de recherche. Si c'est le cas, tant mieux, mais j'en suis pas vraiment sûr. Et si ce n'est pas le cas, je pense que ces recherches sont pertinentes, sont éthiquement toutes légitimes, et donc je serais favorable à ce que cela devienne possible. Au-delà de ça, il faut savoir que sont en débat dans certains pays, et la question se pose, moi je n'ai pas de position tranchée, c'est pas facile, est-ce qu'il peut être dans la même optique de recherche sur les étapes précoces de l'embryogenèse humaine, et serait-il légitime de créer des embryons à cette fin, excusez-moi, évidemment sans projet de réimplantation. Je pense que la question se pose. Il y a aussi, de façon sous-jacente, au-delà des questions d'éthique pure, la question des ovocytes. Comme on sait, il y a une difficulté d'obtention pour des raisons évidentes d'ovocytes. Et là, il faut faire très attention. Et il faut savoir qu'il y a aussi un autre débat en cours, qui est loin d'être tranché et qui est extrêmement délicat, mais à mon avis, on ne peut pas ne pas l'évoquer, qui est le fait d'éventuellement de prolonger la période, une espèce de consensus dans les pays où cela est autorisé, de faire ces recherches pendant 14 jours. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'intérêt à prolonger un peu cette période pour aller un peu plus loin dans les étapes de différenciation? Mais évidemment, on comprend que ce soit un point délicat, mais je n'ai pas de réponse à ces questions, mais je pense que ces questions doivent être évoquées. Déjà 8 minutes, donc je vais malheureusement être bref sur la partie thérapeutique. Comme vous le savez certainement, il y a des essais thérapeutiques en cours avec des cellules souches embryonnaires humaines. Il y a
multiples publications, quelques résultats encore très timides. On est vraiment dans les tout premiers balbutiements. Il n'y a pas encore eu d'application thérapeutique des cellules souches pluripotentes pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, et quelques autres. Je ne pense pas qu'il y ait de problème éthique spécifique. Les questions éthiques dont on parle beaucoup, peut-être un peu trop, seraient éventuellement l'application des techniques d'ingénierie génomique avec la technique CRISPR-Cas9, par exemple, pour corriger une maladie génétique chez un embryon, une maladie génétique grave. Il y a eu des avancées en ce sens, des publications, notamment l'été dernier, montrant un certain degré de faisabilité, même si on est loin d'être à une situation où cela est parfaitement reproductible et les questions de modification génomique autres, par exemple, ne sont pas totalement résolues. La question et il y a deux cibles possibles, que sont les gamètes, qui sont aujourd'hui techniquement pas vraiment, pour lesquels la technique n'est pas au point, mais on peut envisager un jour de modifier les précurseurs de spermatozoïdes et d'obtenir donc des spermatozoïdes génétiquement modifiés, soit par exemple, en théorie, traiter une infertilité masculine, voire permettre d'éviter un risque de transmission d'une maladie héréditaire. Mais ça, c'est pas techniquement au point, mais il faut savoir qu'il y a de nombreuses recherches en cours là-dessus, soit évidemment l'embryon au stade zygote, c'est-à-dire juste après la fécondation, de telle manière que toutes les cellules soient corrigées. Après, on entre dans toute une série de considérations qui va être dur de résumer en 25 secondes. Mais non, mais dire que l'application théorique envisagée par certains de traiter donc au stade une cellule, une maladie génétique sévère pour laquelle il n'y a pas de thérapeutique, est théoriquement envisageable. Il faut savoir que ça implique un diagnostic préimplantatoire, qui est une méthode dont je pense Arnold Munich reparlera tout à l'heure, qui elle-même permet de sélectionner éventuellement des embryons sains, en tous les cas dans la majorité des cas, donc qui est une technique plus simple que celle d'avoir à modifier un embryon, et puis encore théoriquement les alternatives de dons de gamètes. Est-ce qu'à ce stade, en tous les cas, d'avancées techniques et de questions éthiques sous-jacentes, il paraît légitime de modifier la loi qui, comme vous le savez mieux que moi, interdit toute modification du patrimoine génétique héréditaire? Mon opinion personnelle est non. D'une part parce que ce n'est pas techniquement au point, mais même, surtout, je ne vais pas le débattre là, on pourra peut-être en parler tout à l'heure dans les échanges questions-réponses. Je pense qu'éthiquement, il y a des questions et de pertinence qui ne sont pas résolues. Je rappelle que dans les considérations d'un grand nombre de sociétés savantes et d'académies qui ont traité de ce sujet ou qui ont envisagé à terme cette possibilité, donc il n'y a pas d'alternative et dans des conditions extraordinairement encadrées, cela implique aussi un suivi transgénérationnel, c'est-à-dire que les personnes nées éventuellement de cette application thérapeutique et leurs descendants devront être suivis, ce qui pose des questions de faisabilité et d'éthique, à mon avis, extrêmement complexes. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je voudrais juste, d'une phrase, dire un élément supplémentaire, juste pour susciter des questions, parce que je n'aurai pas le temps d'en parler, mais j'aurais bien aimé évoquer la question de l'accessibilité d'une nouvelle thérapeutique dérivée des connaissances génomiques qui sont assez considérables dans le domaine des maladies héréditaires, mais aussi du cancer et peut-être aussi de la microbiologie, des maladies infectieuses. Il y a un problème d'accessibilité potentielle, pas encore en France, parfois ailleurs bien évidemment, lié au prix auxquels sont mis sur le marché ces médicaments qui sont faramineux. Il y a des molécules ou des protéines substitutives pour certaines maladies génétiques dont le prix est de plusieurs centaines de milliers d'euros par an et par malade. Je pense que si on continue sur cette pente, on va vers une situation extrêmement problématique. Donc, si vous le souhaitez, je suis prêt à rebondir. C'est un appel du pied. Voilà, je m'arrête là pour essayer de ne pas être trop long. Merci, professeur. Monsieur le professeur Magnan, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup de m'avoir fait l'honneur de m'inviter au cours de cette audition. Je m'appelle Antoine Magnan et je suis professeur de pneumologie à l'Université de Nantes. Et j'interviens ici en tant que président du Comité national de coordination de la recherche, qui est l'instance nationale de représentation de la recherche des centres hospitaliers publics. J'aborderai donc essentiellement les questions éthiques posées sur le terrain par la recherche sur le génome, en ce qu'elle concerne la recherche en médecine prédictive, qui représente un des enjeux majeurs de la santé publique à venir. Quel est le contexte? Jamais dans notre histoire, l'espérance de vie n'a été aussi longue. Et une conséquence de cette réalité est l'augmentation prévue des cancers et des maladies chroniques dans les années qui viennent, et par conséquent, une augmentation exponentielle des dépenses de santé que notre société ne pourra pas assumer si nous n'envisageons pas un changement drastique des modèles de prise en charge. Une prévention efficace de ces maladies serait probablement une réponse à ces enjeux historiques. C'est peut-être une révolution médicale sans précédent depuis le XVIIIe siècle qui est attendue.
en se concentrant plus sur le bien-être que sur la maladie, plus sur le sujet bien portant que sur le malade. Il s'agit de renverser la médecine et l'idée même que l'on se fait du soin. Cette nouvelle médecine est actuellement désignée sous plusieurs appellations plus ou moins synonymes et plus ou moins justes. Médecine personnalisée, médecine systémique, médecine prédictive, médecine de précision, médecine génomique, ou enfin médecine 4P pour prédictive, préventive, personnalisée et participative. Le terme de médecine renversée que j'aime bien utiliser sur ce sujet, qui considère le sujet bien portant et non plus seulement le sujet malade, rend compte de la rupture proposée. Encore faut-il élaborer ces stratégies de prévention, ce qui est un premier niveau de recherche, puis démontrer leur efficacité, c'est-à-dire la réalité de leur pouvoir préventif, ce qui représente un deuxième niveau de recherche, et aussi démontrer que leur coût est acceptable. Et là, c'est un troisième niveau de recherche. Ainsi peut-on dire avec force que la médecine 4P ne verra le jour véritablement qu'avec le 5e P de la preuve de son intérêt médical et économique, et donc à l'issue d'un effort de recherche considérable. De quoi s'agit-il concrètement? Il y a un premier pan de la médecine renversée qui concerne les données de santé. Cédric Villani est parti et dans son rapport, le chapitre santé aborde largement cette question-là. La saisie structurée, systématisée et numérisée des données cliniques, biologiques, fonctionnelles ou d'imagerie au cours d'une consultation ou au cours d'une hospitalisation va permettre de disposer d'entrepôts de données, et cela rapidement, bien plus fines et pertinentes que celles dont nous disposons déjà au sein du système national des données de santé, avec les données de l'assurance maladie via le SNIRAM et celles des hospitalisations via le PMSI, plus les causes de décès. Il s'agit là d'obtenir des cohortes en vie réelle, non biaisées, où les comorbidités sont présentes, construites au fil du suivi des patients et peut-être demain au fil du suivi de sujets bien portants. Le deuxième pan concerne l'utilisation de l'information portée par les acides nucléiques. Le séquençage à très haut débit des acides nucléiques est devenu très peu cher et de plus en plus fiable. Il s'agit du séquençage du génome, bien entendu, mais aussi des produits du génome, le transcriptome, et des modifications du génome au fil du temps. À partir du moment où l'espace-temps est introduit, avec la possibilité de séquencer l'ARN messager des cellules sanguines ou de certains tissus, pathologiques ou non, à plusieurs dates, selon l'âge ou selon l'évolution d'une pathologie par exemple, les données obtenues deviennent rapidement massives, on le fait plusieurs fois chez la même personne, mais leur intégration par rapport au temps devient possible, individu par individu, et donc on peut, grâce aux outils de bioinformatique et de mathématiques, modéliser véritablement ce qui est en train de se passer dans l'évolution d'un sujet. Si on combine ces données de cohorte en vie réelle avec les données du séquençage, ainsi que leurs variations au fil du temps, on peut théoriquement obtenir des marqueurs prédictifs de maladies futures ou de l'évolution de maladies qui se sont déjà déclarées. Si à ces données on ajoute celles d'un troisième pan, constitué des données de l'exposome, l'exposition aux polluants et aux allergènes, l'alimentation, les habitudes de vie, de loisirs sportifs, de consommation, les données dérivées de ce qui est délivré en permanence sur les réseaux sociaux, etc., on parvient à une modélisation des maladies auxquelles on s'intéresse dans le temps et dans son environnement, mais aussi une modélisation de leurs interactions entre elles chez un même individu, et au maximum, une modélisation de l'individu lui-même, dont on peut, grâce à l'intelligence artificielle, créer un véritable avatar numérique. On passe ainsi de l'analyse d'une population atteinte d'une même maladie, ce qui permet déjà de réaliser des prédictions et de détecter des biomarqueurs, à l'analyse d'un sujet individualisé que l'on compare à tous les autres. Il n'y a alors plus de malades ou de maladies au sens nosologique de Claude Bernard, mais un ensemble de trajectoires individuelles. Si on regroupe ces trajectoires individuelles, on retombe sur les maladies, mais les maladies fréquentes éclatent en de multiples maladies rares, induisant autant de prises en charge différentes. Dans cette vision maximaliste, et nous n'y sommes pas,
chaque individu est comparé à tous les autres, parmi lesquels certains lui ressemblent, dont l'évolution est connue et dont la trajectoire permet de prédire celle de ce propositus, de cet individu que l'on compare à tous les autres. C'est le fondement de la médecine de précision. Est-ce que cela sera possible? À ce stade, chacun oscille probablement entre un scepticisme absolu, ça ne marchera jamais, ce n'est pas possible, nous n'aurons pas les moyens, à une confiance béate en la science et la technique. La vérité est probablement quelque part entre les deux et nous le saurons dans quelques années. Le plan France Génomique 2025 apportera un certain nombre de réponses, c'est certain. Avant de considérer que cette médecine renversée est bien le nouveau paradigme, avant de mettre en œuvre la médecine prédictive, c'est la recherche en médecine prédictive qui doit être conduite, en considérant les 3 niveaux de recherche que j'ai déjà décrits. Quels sont les marqueurs de prédiction? Comment on peut les modifier de façon efficace pour être réellement préventif? Et quel est le modèle économique? Ainsi, avant une nouvelle médecine, c'est une nouvelle recherche clinique qui doit s'envisager. Et dès lors, si mes données doivent être utilisées à des fins de recherche, le consentement éclairé est de mise. Mais alors, à quoi est-ce que je consens? Je consens à faire cohorte. Cela veut dire qu'en même temps que je m'inscris dans un parcours de soins et, s'agissant de prévention, dans un parcours de santé, je m'inscris aussi dans un parcours de recherche. À la fois, mes données vont être comparées à celles de tous les autres, ce qui me permettra un jour d'avoir des informations sur ce que je vais devenir et obtenir une prise en charge adaptée. Et à la fois, mes données vont grossir la cohorte à laquelle un sujet suivant qui me ressemble sera comparé. Les actions de soins et de recherche se confondent puisque c'est la même action de recueil des données de santé associées aux données de la génomique qui participent aux deux. Mon action est alors à la fois individuelle, je me soigne, et collective, je participe à la recherche. Jusqu'à présent, les 2 actions de soins et de recherche étaient distinctes, elles ne le peuvent plus. Cela change profondément le sens du consentement éclairé et soulève plusieurs questions pour le législateur. Où vont mes données? À qui appartiennent-elles? Qui les utilise? Combien valent-elles? Qui les paie? À qui? Comment les protéger? Quelle est la sécurité qui les entoure? L'anonymisation est bien sûr possible, mais si les données d'un individu sont porteuses d'une prédiction importante, il faut que le volontaire puisse en être informé. Une autre question est celle de la compétence du sujet qui participe demain à la recherche biomédicale. Est-ce que chacun est capable d'y participer? Est-ce qu'une formation des patients, on parle de plus en plus d'université des patients, ne serait pas nécessaire? Et si seulement certains sujets volontaires, éclairés, participent à la recherche, est-ce que ce n'est pas biaiser les données, avec par exemple, aux dépens de celles qui proviendraient des milieux sociaux moins favorisés, induisant à ce moment-là un creusement des inégalités? Une autre question est, qui est le dépositaire du consentement? Qui le recueille? Jusqu'à présent, c'est un médecin investigateur, mais la médecine prédictive déplace la relation soignant-soigné actuelle vers une relation prévenant-prévenu. Le métier de prévenant, qui n'est pas forcément un médecin ni un infirmier, reste à inventer. Il y a les conseillers génétiques qui existent déjà. Ce prévenant pourrait-il recueillir le consentement? Probablement, mais dans un cadre législatif clair, par exemple pour que le prévenant ne soit pas un serveur Internet. Quant à la condition de prévenu, elle ouvre le champ de questions éthiques nouvelles qui dépassent le périmètre de la recherche en allant sur les questions éthiques posées par la médecine personnalisée elle-même, mais où la recherche se retrouve. Ai-je le droit de dire non à une action de prévention que l'on me propose? Ai-je le droit de refuser de connaître mes facteurs de risque? Est-ce que je peux dire non à ma participation à une recherche qui peut me faire connaître ces facteurs de risque? À une recherche visant à démontrer l'efficacité de telle ou telle mesure préventive? À l'inverse, est-ce que je peux exiger de connaître ces prédictions, par nature toutefois incertaine? Et l'incertitude fait partie de la réflexion. Pardonnez-moi d'avoir probablement un peu dépassé le strict champ de la recherche en allant sur le soin, mais c'est probablement l'illustration de la consubstantialité du soin et de la recherche dans la médecine du XXIe siècle. Je vous remercie. Merci. Professeur Munich, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Il s'agit ici d'éclairer le législateur, donc on a l'obligation de faire simple et de faire pragmatique. Je pense qu'il y a 2 situations extrêmement différentes. C'est
est-ce que je suis en présence d'une personne malade ou d'une personne bien portante qui s'inquiète d'une possible maladie dans le futur? La question est totalement différente. Et si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a eu effectivement une rupture technologique avec la réduction du coût des séquençages qui sont devenus maintenant abordables pour quelques centaines d'euros. Donc, très clairement, le séquençage pour une personne qui est malade et sa famille, c'est une avancée considérable. Avancée considérable pour le diagnostic, pour le conseil génétique aux apparentés, pour le prénatal, pour le diagnostic préimplantatoire, visant à éviter la récidive de ces épreuves. Et naturellement, ça donne accès aux progrès thérapeutiques, puisqu'aujourd'hui, on a des thérapeutiques qui arrivent, qui sont stratifiées par cause de maladies. Donc, tant qu'on n'a pas compris les mécanismes, bien difficile de riposter. Dès lors qu'on a compris, tout devient possible. Mais les tests génétiques sont des armes à double tranchant, clairement. Et si ils apportent des réponses à un nombre très important de cas, pour des personnes qui n'avaient pas de diagnostic, et pour qui nommer la maladie, c'est déjà un peu la soigner, eh bien, en contrepartie, il y a des interprétations extrêmement délicates qui sortent de ces analyses. Les Américains parlent de toxic knowledge, des connaissances toxiques, pour des variants de signification inconnue sur lesquelles on n'est pas capable de statuer. Et c'est ça le problème. Le problème n'est pas de ce qu'on peut affirmer en toute rigueur, c'est qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est face à l'incertitude, comme vous venez de l'évoquer. Je vous donne deux exemples qui font froid dans le dos, mesdames et messieurs. Le premier exemple, il nous vient des États-Unis. 50% des femmes qui ont subi une mastectomie bilatérale pour cancer l'ont eu sur la base d'un variant de signification inconnue. C'est-à-dire qu'au motif qu'il y avait eu un cancer, on a séquencé BRCA1 ou BRCA2, et moi, la moitié de ces pauvres femmes ont été mastectomisées à leur demande, au bénéfice du doute, sur la base d'un variant de signification inconnue. Aujourd'hui, dans notre service de génétique à l'hôpital Necker, on est confronté à des variants de signification inconnue en prénatal. Ça veut dire qu'on assiste aujourd'hui à, pas dans notre centre, mais dans certains autres, à une hécatombe de fœtus interrompus sur la base de variants de signification inconnue en prénatal. C'est ça le problème. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces techniques, de ces connaissances, lorsqu'on n'est pas parfaitement sûr de les comprendre, parce qu'on annonce le génome encore, en très grande partie. Donc, je voudrais vraiment insister sur ce premier point et vous dire, arabe à double tranchant, bénéfice, c'est sûr, mais assorti à ce bénéfice, une contrepartie, si on s'aventure dans des réponses qui vont finalement conduire à des interruptions de grossesse massives, trop nombreuses, ou à des gestes mutilateurs, dans l'exemple du cancer du sein. Alors, voilà l'histoire d'une famille, d'une malade, d'une maman, d'un enfant. Que dire alors, quand on a toutes ces incertitudes, quand on est en population générale pour des gens qui ne sont pas malades? Et là, je voudrais vraiment mettre le législateur devant la responsabilité qui est celui des tests en population générale. Ce n'est pas la même chose qu'un test à visée diagnostique dans le dialogue singulier avec un consultant et sa famille. En population générale, je voudrais aborder deux questions dans les minutes qui me restent. La première situation, c'est le rêve de la médecine prédictive aujourd'hui. Le génome n'est pas une boule de cristal. On ne lit pas notre avenir en lisant le génome. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas une vérité descendue du ciel. Il y a toutes sortes d'incertitudes, de sorte qu'on ne sait pas interpréter tout ce qu'on lit, et par conséquent, on est exposé à un très grand nombre de risques d'erreurs. Je vous cite l'exemple d'un collègue américain, qui est le patron du centre génétique de Houston, qui va très bien, merci. Il a séquencé son propre génome. Il m'a raconté ça un jour, il m'a dit, tu sais, j'ai séquencé mon génome. Je lui ai dit, t'as pas eu raison, mais oui, je vais te le raconter. Effectivement, je me suis trouvé une maladie mortelle, je devrais être mort. Par conséquent, il s'était trouvé effectivement une variation qui, en prénatal, aurait conduit à tous les coups à une interruption de grossesse. C'est-à-dire qu'il y a encore des interprétations qui nous échappent. Donc on se hasarde, lorsqu'on n'a pas la possibilité de comparer un constat génétique à un constat clinique, on est exposé à un risque d'erreur par excès. Donc je voudrais que vous preniez vraiment connaissance et conscience. Et ça, c'est très difficile d'expliquer à nos concitoyens.
D'autant plus qu'il y a un enjeu commercial. Derrière tout ça, c'est la marchandisation des tests. Tout à l'heure, Villani parlait de fake news. C'est effectivement une niche dans laquelle s'est engagé, s'est engouffré le marché pour vendre des tests en se fichant éperdument de l'impact qu'auront ces tests sur leurs usagers. Donc c'est extrêmement difficile d'arriver à faire comprendre que ceci ne peut pas être généralisé, sauf à menacer nos concitoyens. Et donc il y a un cadre réglementaire à prévoir pour ces tests génétiques qui, je vous le rappelle, sont aujourd'hui interdits en France et réservés aux prescriptions à visée médicale. Alors, je voudrais finir en vous disant quelques mots d'un sujet qui est entre les deux. Je suis vraiment entre les deux. Je ne vais pas être en face d'un patient et de sa famille, ni de monsieur tout le monde qui voudrait savoir ce que l'avenir lui réserve et qui, naturellement, il ne saura pas. Je voudrais vous dire un mot et me faire le témoin de la demande croissante des couples pour un diagnostic prémarital ou préconceptionnel. Ce sujet-là, il va s'inviter dans le débat, dans la révision des lois de bioéthique. C'est inévitable. Parce que, j'en suis témoin, nous en sommes témoins pour voir tellement de patients. Aujourd'hui, l'arrivée d'un enfant malade dans une famille est considérée comme une erreur médicale. On nous dit, puisque vous êtes si fort pour diagnostiquer et si mauvais pour traiter, pourquoi n'avez-vous pas dépisté les couples à risque? Donc le sujet du dépistage préconceptionnel est un sujet qui s'invite dans toutes les consultations aujourd'hui. Et nos concitoyens ne sont pas des fous furieux, c'est des gens responsables, raisonnables, qui nous demandent en toute conscience, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que ma femme et nous nous étions à risque d'avoir un enfant malade? Et cette question se pose d'autant plus, cette question de l'économie du premier cas, que ces jeunes couples ont tous un ami, un parent, un cousin qui est aux États-Unis ou dans un autre pays où se pratique effectivement le dépistage prémarital. Donc aujourd'hui, ce dépistage prémarital est réservé aux couples qui sont à risque parce qu'un apparenté, proche ou lointain, est concerné par une maladie génétique d'hérédité biparentale. Mais ne peut-on pas aujourd'hui avoir une vision moins restrictive des tests et de ne pas les réserver seulement aux apparentés à risque, mais à un plus grand nombre de citoyens, s'ils le souhaitent, sur une base volontariste, je reviendrai en conclusion, et naturellement pour les seules maladies qu'on peut dépister, qui sont les maladies d'hérédité biparentale, à l'exclusion des accidents qui peuvent survenir au cours de la grossesse, qu'on appelle les mutations dominantes, ou mutations de novo. Donc ne peut-on pas accéder à cette demande qui est vraiment prégnante en population générale maintenant, d'offrir à celles et ceux qui le souhaitent des dépistages pour les maladies d'hérédité biparentale incurables aujourd'hui. Donc si on progresse, et c'est ce qui a été largement débattu dans les débats préalables à cette révision, si on va dans ce sens, pour quelle affection? Celles qui sont fréquentes ou pas, celles qui sont les plus graves ou non, en population à risque, je pense par exemple aux populations juives ashkénazes, qui aujourd'hui, quand elles ont un enfant malade en France, s'indignent que leur statut de porteur ne leur ait pas été annoncé, et que même la proposition de les tester n'ait pas été faite. Même chose pour la drépanocytose, même chose pour d'autres maladies de l'hémoglobine. Donc est-ce qu'on met en population générale ou dans les populations à risque? Est-ce qu'on teste juste les variants qui sont réputés être pathologiques ou davantage, qu'ils soient publiés ou non publiés? Est-ce qu'on teste un membre du couple ou les deux à la fois? Parce que si on les teste tous les deux à la fois, on réduit naturellement l'inquiétude liée au dépistage d'un variant chez l'un des deux. Et en tout cas, et je vais conclure en vous disant que si on va dans cette direction, ce qui est, me semble-t-il, la tendance de la communauté médicale et scientifique, il faut que ça soit sur une base volontariste, non coercitif, et à la condition d'avoir bien fait comprendre qu'il ne s'agit pas d'une assurance tout risque et qu'on ne va pas éviter toutes les misères du monde, et qu'il s'agit effectivement de dépister ce qui peut l'être et pas les accidents qui peuvent survenir au cours de la grossesse, qu'on appelle les mutations dominantes. Mais pour finir, je voudrais vous dire que ce qui est le plus important pour moi, qui suis un professionnel de ces dialogues avec les familles, c'est de m'assurer, et vous l'avez dit l'un et l'autre, que les gens nous ont bien compris.
parce que ce qu'on dit là, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à comprendre. Et devant la pénurie de généticiens, cliniciens, de médecins en général, si on lâche ces tests génétiques en population générale, même quand ils sont fondés, comme le dépistage préconceptionnel, qu'est-ce qui va se passer? Quel sera l'impact sur nos concitoyens? Donc, je crois qu'il faut, si on va dans cette direction, environner l'élargissement réglementaire et l'assortir de l'assurance que nos concitoyens seront protégés par des professionnels comme les métiers de conseiller en génétique qui, dans la filière LMD, vous savez, licence, master, doctorat, se situe au niveau du master, c'est au niveau de formation d'une sage-femme, d'une orthophoniste, d'un kiné. C'est une profession formidable qui fait beaucoup d'émules et ce sont des professionnels qui font un travail magnifique. À mon avis, il n'est pas question une seconde d'aller de l'avant ni dans Génome 2025, France Génomique 2025, ni dans l'élargissement des tests si on n'est pas assuré d'un environnement professionnel de qualité. Et je crois que c'est aussi important, même plus important, que de débattre sur les tests génétiques. Mais je voudrais vous laisser avec cette réflexion sur cette certitude qui est la mienne que le vrai progrès, ce n'est pas le progrès pour quelques-uns, le progrès technologique réservé à une élite. Le vrai progrès, pour moi, c'est le partage du progrès et le partage dans des conditions d'équité et de sécurité. Merci. Merci, professeur, si vous pouvez appuyer sur le bouton. Merci. Alors, merci pour vos interventions. Et le premier constat que je ferai de la matinée, c'est que finalement, les scientifiques sont beaucoup plus scrupuleux du timing que les législateurs. Donc, merci, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un constat que je fais. Et voilà, je mets un peu la pression pour les collègues qui vont suivre. Je vais donc passer la parole tout de suite à Jean-Louis Touraine et ensuite à Monsieur Eliaou. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Aussi, un grand merci à nos trois intervenants dont les présentations comportaient une double richesse scientifique et éthique. Oui, bien sûr, la frilosité qui consisterait à refuser le bénéfice de l'application à l'humain des progrès de la génétique au nom de principes conservateurs ne peut évidemment pas tenir. Par contre, dans notre réflexion d'aujourd'hui, nous devons bien sûr penser toujours à l'application d'un système de valeurs humanistes qui est indispensable. Ceci nous amène à considérer comme raisonnable le maintien, par exemple, de l'interdit du clonage humain. Ceci nous amène aussi à trouver raisonnable le maintien d'un moratoire sur la thérapie génique, sur les cellules souches, sur les cellules germinales, qui pour l'instant est très insuffisamment maîtrisée et qui nous apparenterait à des apprentis sorciers modifiant toutes les générations futures sans en contrôler les conséquences. C'est tout aussi raisonnable, vraisemblablement, de conforter les progrès qui ont été obtenus par les décisions antérieures. Prenons juste l'exemple de la décision de 2012 que nous avons ici même votée, autorisant la recherche sur les cellules souches embryonnaires en France. Pour autant, elle a besoin d'être confortée puisque l'Agence de la biomédecine se heurte au quotidien à des fondations qui utilisent la judiciarisation pour tenter d'empêcher l'application de la loi. Bien sûr, c'est en vain puisque la loi s'impose, mais cela parvient quand même à ralentir la recherche de façon indue. Deuxièmement, cette application, cette possibilité de conforter ce que nous avons décidé précédemment permet de résoudre des paradoxes, pour ne pas dire des hypocrisies. Souvenons-nous qu'avant 2012, il était interdit de créer des lignées de cellules souches embryonnaires en France, mais par contre, on avait le droit de les acheter à l'étranger. Donc, c'était quand même un certain paradoxe. De la même façon, les États-Unis, d'ailleurs, à l'époque de George W. Bush, avaient l'interdiction de faire, ou plutôt de financer la recherche sur les cellules souches embryonnaires dans les instituts publics, là où c'était soumis à observation, contrôle et transparence. Par contre, c'était autorisé dans les laboratoires privés, là où il n'y avait strictement aucun contrôle. Donc, on voit bien qu'il est important, par l'évolution de nos lois, de donner des choses qui soient quand même beaucoup plus raisonnables. Je veux juste brièvement poser quelques questions à nos intervenants.
Pas de thérapie génique sur les cellules souches germinales, tout à fait d'accord avec les risques que cela comporterait, mais par contre, quelles questions éthiques sont posées par la thérapie génique sur l'embryon humain? Deuxièmement, selon vous, à qui doivent appartenir les informations qui sont sur les caractéristiques génétiques d'une personne, avec tout ce que ça implique en termes prédictifs? Si la propriété en est à la personne elle-même, alors il nous faut effectivement adapter nos lois et l'accompagnement opportun. Et quel peut être cet accompagnement? Car comme vous venez juste de l'indiquer, certaines de ces informations sont très mal comprises, peuvent être mal utilisées avec des conséquences néfastes. Merci. Merci. Monsieur Jean-François Eliaou. Merci Madame la Présidente, merci aux trois orateurs. J'ai une question pour Alain Fischer. Tu n'as pas eu le temps de développer forcément tout ce que tu voulais dire vraisemblablement sur la recherche sur l'embryon. Voilà, juste pour nous éclairer sur ce que pourrait être l'avantage de travailler sur ces embryons entiers, d'accord, soit issus de programmes de procréation, soit pourquoi avoir besoin de la création de nouveaux embryons à des fins de recherche. Donc voilà le point. Deuxième question très rapidement. Vous avez parlé évidemment des progrès considérables de la génomique et en particulier du séquençage des génomes humains à très haut débit. Que faire des découvertes incidentes? Et ça, je pense que c'est très 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 important parce que effectivement, découverte incidente, c'est-à-dire que l'on séquence le génome pour une pathologie donnée et on trouve d'autres gènes qui pourraient induire des pathologies que l'on n'avait pas, pour lesquelles on n'avait pas fait la recherche au départ de ce séquençage. Et puis, vous avez parlé, Monsieur Munich, vous avez parlé d'ouvrir éventuellement la possibilité de diagnostic génétique pré-marital ou pré-conceptionnel. D'accord, on trouve des choses, et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc la suite et les résultats à interpréter et le message que l'on découvre. Est-ce que l'on déconseille aux personnes de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants, d'en adopter? Enfin voilà, donc bon, j'exagère bien entendu. Merci beaucoup. Merci. Nous allons passer aux questions des parlementaires. Madame Caroline Janvier. Oui, je sais, j'avais remarqué. Mais là, vous étiez orateur pour vos deux commissions. Je rappelle les rôles de chacun et c'est pourquoi vous avez un peu plus de temps que les autres parce qu'on me pose la question. Ensuite, nous passons aux questions des parlementaires sur 1 minute, bien sûr respectée, j'imagine. Donc, Caroline Janvier. Merci Madame la Présidente. Comme vous l'avez rappelé et plusieurs orateurs l'ont rappelé, la France a autorisé par la loi du 6 août 2013 la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Au-delà des questions éthiques que cela pose et continue de poser nécessairement, un champ des possibles sur le plan de la recherche est ouvert. De nouvelles techniques ont ces dernières années été inventées à l'image du CRISPR-Cas9 qui permet de découper l'ADN avec précision afin de supprimer ou de remplacer un ou plusieurs gènes déficients. Ce qui soulève de grands espoirs en matière de thérapie génique et de médecine régénérative. La Grande-Bretagne a autorisé l'utilisation de CRISPR-Cas9 sur les embryons à condition que ceux-ci soient détruits au bout de 2 semaines. En France, l'encadrement juridique est strict. L'Agence de biomédecine, et mon collègue Alain Touraine l'a rappelé, assure un contrôle scientifique, technique et éthique pour qu'un projet de recherche soit autorisé. De ce fait, il doit être scientifiquement pertinent et s'inscrire dans une finalité médicale. Pouvez-vous nous dire, messieurs les professeurs, quel est le potentiel de développement en France de telles techniques, tout en maintenant un haut niveau de sécurité et de garantie face au risque d'instrumentalisation de l'embryon humain? Je vous remercie. Merci. Monsieur Xavier Breton. Oui, merci Madame la Présidente, merci messieurs les professeurs. J'aurais une question plus particulièrement pour le professeur Fischer par rapport aux essais qui sont faits sur les cellules souches embryonnaires et leur utilisation thérapeutique. Il y avait maintenant près d'une dizaine d'années, au moment de la révision de la loi précédente, de grandes attentes par rapport à cette utilisation des cellules souches embryonnaires. Vous avez indiqué
effectivement qu'aujourd'hui, il y avait très peu de résultats, mais j'aurais voulu avoir un peu plus d'éléments là-dessus, à la fois sur les résultats au niveau de notre pays, mais également au niveau de la recherche internationale, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on a des grands débats, mais derrière, les conséquences, les implications sont beaucoup plus modestes que les polémiques qu'il peut y avoir au niveau de ces débats. Je vous remercie. Merci. Madame Martine Vonner. Merci, mesdames les présidentes, messieurs les intervenants, chers confrères et chers collègues. Donc, depuis 2013, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est peut-être ma question s'adresse peut-être plus pour monsieur Fischer. Donc, la loi autorise les chercheurs à recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons dans le cadre des travaux, vous l'avez précisé. Donc, en janvier, l'Agence de biomédecine a suggéré dans son rapport plusieurs axes qui pourraient être mis en œuvre dans le cadre actuel de la révision de la loi. Vous l'avez évoqué, l'allongement de la durée de culture des embryons notamment, passant de 7 à 14 jours, apporterait des perspectives tout à fait intéressantes, ou encore réellement la possibilité de concevoir un embryon par la création de gamètes. Ces deux pistes, en effet, semblent être prometteuses, avec des avancées majeures en matière scientifique à la clé. Pour autant, donc aujourd'hui, dans les dispositions déjà actuellement possibles dans le cadre de la loi, on a ce délai de 7 jours. Est-ce que réellement, il vous paraît très opportun d'aller au-delà? Et quand on dit au-delà, est-ce que l'envie ne sera pas d'un allongement encore supérieur? Merci. Merci. Monsieur Pierre Dharréville. Oui, merci, Madame la Présidente. Excusez-moi, je m'organise. Attrapé sur le gong. Non, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les réflexions qui ont été les vôtres sur la médecine prédictive et mon interrogation à partir notamment des questions liées à la santé au travail. Vous n'avez pas évoqué, mais ça m'a interpellé de ce point de vue-là. Donc mon interrogation était sur les applications déjà immédiates possibles de la médecine prédictive pour aider à l'investigation en réalité sur les causes d'un certain nombre de maladies, pour savoir si d'abord, si vous pouvez nous préciser les obstacles selon vous à lever dans l'immédiat. Au-delà, j'ai bien compris de votre demande sur la recherche, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un certain nombre d'expérimentations d'ores et déjà dans un certain nombre de secteurs où il y a une efficacité qui pourrait être au rendez-vous assez rapidement sans aller jusqu'au système complet et complexe tel que vous l'avez défini? Merci. Je pense que pour qu'on puisse tenir dans le temps et que vous ayez le temps de répondre correctement à toutes les questions qui vous sont posées, je vais vous faire poser toutes les questions par les parlementaires. D'habitude, on intervient au milieu, mais je crois qu'on va continuer, si vous en êtes d'accord. Monsieur Philippe Berta. Merci Madame la Présidente. Je découvre le timing d'une minute, donc je vais me faire un plaisir si nos interlocuteurs et nos invités du jour en sont d'accord de vous préinviter à la réunion du groupe de travail sur les maladies rares que j'ai l'opportunité d'animer pour que je puisse enfin poser les dizaines de questions que j'aurais en fait souhaité vous poser. Je vais quand même tenter 3 éléments de questions. Première question plus généticienne, donc plutôt pour Arnold. 5 diagnostics néonataux en France, plus d'une quarantaine si mes renseignements sont bons maintenant en Hollande. Que fait-on et pourquoi? Deuxième question, donc plutôt pour Alain Fischer. Considérez-vous souhaitable donc l'exclusion des cellules issues d'embryons surnuméraires destinées à la destruction du futur champ de la loi sur la recherche sur l'embryon? Et puis troisième question plus générale. Si on intègre les modifications simplifiées des génomes, voire des épigénomes par la technique qu'on vient d'entendre, qui est la technique CRISPR, on voit s'ouvrir bien sûr la porte pour aller vers l'embryon transgénique et peut-être aussi l'embryon chimère. Pensez-vous, devant une telle accélération, que la rythmicité des lois de bioéthique dont on discours aujourd'hui soit le bon tempo? C'est une question qui est récurrente depuis bien longtemps. Que proposeriez-vous comme structure permettant au quotidien la mise en place de lignes rouges sans ralentir pour autant la recherche dans ce domaine clé de la médecine de demain? Merci. Merci. Monsieur Olivier Véran.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Question assez générique. Est-ce que vous considérez que le législateur est anachronique dans sa façon d'aborder les sujets de bioéthique, bien que nous ayons des révisions quinquennales? J'étais parlementaire lors de l'examen de la PPL autorisant la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Je me souviens qu'il avait fallu s'y reprendre à 2 fois en raison d'une obstruction parlementaire. Je serais curieux de savoir d'ailleurs ce que dirait aujourd'hui la droite conservatrice qui s'est opposée jusqu'au bout à cette loi il y a 5 ans des textes actuellement appliqués. Deuxième élément de question, de façon générale, est-ce que vous considérez que le principe d'innovation qui est censé venir contrebalancer en quelque sorte le principe de précaution aujourd'hui est suffisant pour vous permettre, scientifiques, de mener des actions de recherche d'ampleur, ou est-ce qu'il faudrait faire évoluer le droit, mais là on parle carrément de la Constitution? Et troisième question, quels sont selon vous les grands enjeux? On parle beaucoup de la médecine des NBIC, les nouvelles technologies de la santé, qui vont bouleverser les prises en charge, les diagnostics. Est-ce qu'il vous semble intéressant que nous commencions aujourd'hui à aborder un certain nombre de ces enjeux dans le cadre des révisions des lois de bioéthique, de façon à ce que vous puissiez ne pas être retardé dans vos démarches de recherche, qui, je le rappelle, visent une seule chose finalement, c'est la santé des Françaises et des Français, et donc l'intérêt général. Merci. Merci, Madame Hélène Vainqueur-Christophe. Merci, Mesdames les Présidentes, Messieurs les professeurs. Ma question s'adressera à l'un de vous, mais c'est surtout parlera d'une maladie particulière, la drépanocytose. Alors donc, une des applications et intérêts de la recherche sur les cellules embryonnaires concerne la thérapie génique. Je rappelle que la drépanocytose est la première maladie génétique au monde, ayant une prévalence importante dans la Caraïbe et en Afrique. Maladie chronique qui rigidifie les globules rouges, ce qui bouche les vaisseaux et peut causer des AVC ou des dérèglements pulmonaires. Ces patients souffrant d'anémie chronique et peuvent faire des crises vaso-occlusives très douloureuses. Le taux de morbidité est encore très élevé. Et ce matin, aux informations chez moi, j'entendais qu'une jeune Guadeloupéenne, médecin de 28 ans, est décédée en région parisienne des complications liées à sa maladie. Donc le diagnostic prémarital est mis en place chez nous, prénatal systématiquement chez tous les nouveau-nés. Ces nouvelles recherches thérapie génique ont donné des espoirs aux 50 millions de patients atteints et jusqu'ici incurables. Je rappelle 20 000 patients en France. On parle d'un premier patient guéri à l'hôpital Necker en septembre 2014. Ce premier résultat a-t-il été confirmé? Et si oui, la thérapie génique pourra-t-elle devenir une thérapie curative en remplacement de l'allogreffe qui était jusqu'à maintenant le seul traitement curatif actuel? Merci. Merci, Monsieur Guillaume Chiche. Oui, merci Madame la Présidente, messieurs les professeurs. Tout d'abord, merci pour vos interventions. Je souhaitais vous interroger sur la culture scientifique et la démocratisation ou la popularisation des travaux de recherche. Je pense qu'il s'agit d'une véritable pierre angulaire de la recherche scientifique qui se heurte souvent à des résistances parfois légitimes, d'ordre éthique, sur la recherche embryonnaire, parfois sur la recherche animale. C'est notamment le cas de mouvements assez puissants aux États-Unis et au final sur les travaux de recherche tout court, alors qu'il s'agit bien du dynamisme du progrès scientifique face à de nombreux mouvements obscurantisme dont il s'agit. Ainsi, j'aurais aimé savoir quels sont selon vous les véhicules de culture scientifique à privilégier, à renforcer, à créer pour pouvoir se prémunir de toutes ces défiances vis-à-vis des travaux de recherche et qui garantissent le progrès de notre société. Je vous remercie. Monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes, Messieurs les professeurs. Merci beaucoup pour votre intervention. L'un des arguments qui est souvent repris pour justifier un certain nombre d'évolutions juridiques, c'est de dire qu'aujourd'hui, en matière de recherche, il y a une concurrence internationale. Et donc, si l'on veut faire en sorte que la France reste attractive en matière de recherche, il faudrait faire évoluer son droit. Par ailleurs, nous avons un certain nombre de spécificités françaises. Vous êtes tous les trois à l'INSERM. Vous connaissez le comité éthique de l'INSERM, qui est une spécificité française que l'on retrouve dans un certain nombre d'autres organismes, mais qui n'est pas généralisée au plan international. Ne pensez-vous pas que l'une des manières de faire serait aussi de, davantage pousser à
une diffusion de la conception française auprès d'un certain nombre d'organismes étrangers pour faire en sorte que la régulation se fasse dans un autre sens. Alors je sais bien que ça a été évoqué par certains d'entre vous tout à l'heure, il y a des problèmes qui sont liés au marché, et qu'en fait aujourd'hui c'est le marché, la dimension économique qui semble l'emporter. Je pense que là nous avons peut-être aussi un rôle à jouer pour faire comprendre qu'il y a d'autres aspects à prendre en compte que simplement la régulation par le marché. Quel est votre point de vue sur ces questions, cette fois-ci en tant que chercheur? Je vous remercie. Merci. Et pour terminer, Madame Audrey Dufeu-Schubert. Merci Madame la Présidente, merci Messieurs les professeurs. Je vais poser une question simple et pragmatique. Je vous promets, professeur Munich, je vais faire vite. Ma question va faire écho, professeur Fischer, par rapport à vos propositions et de débat sur le coût de l'innovation. C'est un constat, c'est vrai, l'innovation est un coût et la vraie question éthique, à mon sens, est comment garantir un accès à l'innovation, mais aussi comment le rendre soutenable pour notre société et comment le rendre équitable. Par exemple, en France, il y a le système de définition des ASMR au sein de l'HAS pour les traitements innovants médicamenteux. Elle génère une cotation, elle génère aussi une inéquité d'accès à ce traitement pour les patients et je pense que nous devons, nous, législateurs, nous questionner sur ce fonctionnement et aussi sur la position de la France par rapport aux pays voisins, puisque certains pays en voie de développement ont parfois accès à des traitements médicamenteux innovants que même les patients français n'ont parfois pas accès. Alors comment peut-on y remédier? Existe-t-il des leviers législatifs que vous avez identifiés sur lesquels nous pourrions travailler? Et la deuxième partie de ma question concerne les prix définis par les industriels. Est-ce que vous pensez qu'ils sont justifiés? Est-ce que les prix de cette innovation sont justifiés et justifiables? Ou alors est-ce que la restriction d'accès à l'innovation par un effet coût-volume, justement, bride l'évolution et la diminution du coût de l'innovation? Je vous remercie. Alors, je vais redonner la parole à nos intervenants dans l'ordre qu'ils souhaitent. Chacun à votre tour, j'imagine. Professeur Fischer. Je vais me permettre de répondre à certaines questions et pas à d'autres, parce que donc dans l'ordre chronologique, j'ai noté, Jean-Luc Touraine, que tu posais une question concernant, d'une manière générale, la thérapie génique des embryons. Je ne suis pas sûr que j'ai complètement compris, mais pour moi, il y a, sur un plan théorique, sur un plan pratique, ça ne se pose pas vraiment aujourd'hui. Soit on envisage, qui a déjà été discuté tout à l'heure, une thérapie génique germinale, à un stade extrêmement précoce, donc, idéalement, entre guillemets, sur la cellule zygote, donc unicellule. Et on a vu, je prends qu'il y a l'impression qu'il y a un consensus pour dire qu'aujourd'hui, en l'état, il n'est pas légitime d'aller dans ce sens. Et donc, l'alternative éventuelle, ce serait une thérapie génique somatique, sur l'embryon, sur certaines cellules de l'embryon. Autrement dit, appliquer à l'embryon ce qu'on fait en période postnatale. Pourquoi pas? Sur un plan pratique, l'embryon, c'est, comme tu le sais, à un stade extrêmement précoce du développement, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de possibilités scientifiques d'action à ce stade. Sur un plan strictement théorique, ça rejoint pour moi la problématique des thérapeutiques anténatales, qui ont un cadre qui est le cadre classique, après tout, des essais thérapeutiques en médecine, évidemment, dans un contexte très particulier, mais qui sont tout à fait encadrés. Je ne pense pas qu'une thérapie génique qui s'appliquerait chez un fœtus, on va dire, plus probablement que chez un embryon, donc par transfert de cellules ex vivo, s'écarte des modalités d'une thérapeutique chirurgicale qui peut se faire, par exemple, en anténatal ou une autre thérapeutique. Jean-François Eliaou me demandait d'aller un peu plus loin sur les recherches, l'intérêt des recherches sur embryons entiers, voire création d'embryons. Donc, en gros, les recherches classiques faites à partir de l'embryon ont été à partir de cellules souches embryonnaires dérivées en tissus neurologiques, hépatiques, osseux, etc., avec un intérêt de recherche sur soit strictement cognitif, comprendre les mécanismes de différenciation, mettons, des neurones de telle région du cerveau, soit de comprendre dans un contexte pathologique quelle est l'influence d'une anomalie génétique, mettons à nouveau sur le développement de neurones, ou de tester un médicament sur des cellules anormales, à titre d'exemple. Mais la limitation de ce type de recherche, c'est qu'elle n'envisage donc qu'un tissu ou un petit nombre de tissus. La recherche sur l'embryon entier permet de poser des questions donc, sur les étapes précoces par définition du développement, et évidemment qui, pour certaines d'entre elles,
concerne tous les tissus en même temps ou une fraction importante des tissus. C'est l'exemple que j'évoquais tout à l'heure des travaux britanniques récents qui mettent en évidence qu'un gène qui s'appelle OCT4 joue un rôle extrêmement important dans le développement des feuillets. Donc cela permet de répondre à des questions que l'on ne peut pas aborder à travers les travaux menés sur les lignées cellulaires embryonnaires, sur, encore une fois, ce qui se passe chez l'embryon dans les premiers jours de son développement. Et il se passe évidemment toute une série d'événements considérables qu'on apprécie par des recherches sur les mammifères, mais il y a un grand nombre de spécificités humaines. Donc il y a là un questionnement scientifique, à mon avis, absolument pertinent et qui ne peut pas être étudié autrement. Donc, qui, à mon sens, justifie que ces recherches soient possibles. En même temps, je reprends une question qui venait de Mme Bonner, je crois, sur la durée 7 jours, 14 jours. De passer de 7 à 14, probablement, même certainement, offre des perspectives plus larges, d'études plus complètes de ces questions de développement des différents tissus ectodermiques, endodermiques et mésodermiques, par exemple. Donc je pense que comme le débat, je n'ai pas d'opinion, mais le débat va au-delà aujourd'hui. Je l'évoquais d'un mot, un certain nombre de chercheurs à l'étranger, ceux qui sont en pointe dans ce domaine, essentiellement les Britanniques, un peu les Israéliens et un peu les États-Unis, les Suédois aussi, se posent la question, et c'est une question vraiment délicate, est-ce qu'il ne faut pas envisager d'aller au-delà de 14 jours? C'est sûr qu'il y a aussi des questions intéressantes au-delà de 14 jours, mais forcément, il y a une limite. Mais pour ce qui est de la France, je dirais aujourd'hui, pour moi, le passer de 7 à 14 me paraît une évidence, tant parce qu'on peut considérer que sur le plan éthique, cela n'engage pas à des risques particuliers. Encore une fois, bien sûr, on est dans le contexte de non-réimplantation, et sur un plan scientifique, apportera des informations essentielles. Donc je réponds en même temps à ces deux questions. La création d'ambitions embryons en recherche, c'est une question plus délicate. Je ne suis pas sûr que je sois le mieux placé pour y répondre. Ce n'est pas strictement mon domaine de travail. Mais ce que j'en comprends, c'est l'intérêt éventuel de créer des embryons dans un but de recherche, c'est de pouvoir agir en amont même du zygote. C'est-à-dire de faire une modification génétique. D'ailleurs, les travaux qui, eux, vaguement une destinée thérapeutique un jour de thérapie génique germinale de l'embryon, ce qui marche le moins mal aujourd'hui, c'est de traiter en amont de la formation du zygote. Mais je mets ça de côté, je pense que pour l'instant, ce n'est vraiment pas la question, mais il est probable que faire des modifications génétiques avant même que l'embryon, que la cellule monozygote ait été créée, puisse permettre, alors c'est dans les étapes ultra précoces de l'embryogenèse, d'acquérir des informations. Donc dans ce cas très précis, très limité, qui devrait être évidemment très strictement réglementé, on pourrait le concevoir. Voilà, c'est comme ça que je vois. Monsieur Breton, je crois, posait les questions sur les... Mais à un moment, je m'arrête, il faut que mes collègues prennent le relais. Donc je ne répondrai pas à tout. L'attente autour des thérapeutiques sur les cellules souches embryonnaires, c'est évident, comme pour beaucoup de nouvelles thérapeutiques, il y a eu beaucoup de hype, donc d'annonces excessives et d'imaginer qu'à court terme allaient être obtenus des résultats très importants, ce qui n'est évidemment pas le cas. Je sais qu'il y a des recherches en cours. Il y a quelques publications, j'ai en tête un papier récent, une application à des pathologies génétiques de la rétine, où étaient implantés sur la rétine des petits patchs contenant des cellules souches embryonnaires différenciées en cellules de la rétine, qui, semble-t-il, commencent à apporter un début de réponse. Je suis ultra prudent. Je pense que le fait qu'il ne se soit pas réellement passé grand-chose en termes de bénéfices pour les patients des essais cliniques menés jusqu'à présent n'est pas une situation qui doit condamner cette recherche. On pourrait prendre des tas d'exemples sur les anticorps monoclonaux, qui est aujourd'hui un domaine majeur de la médecine, qui va rejoindre la question tout à l'heure du prix des médicaments, et où il y a de très nombreux anticorps monoclonaux d'intérêt thérapeutique. Il y a 25 ans, les quelques tentatives qui avaient eu lieu des anticorps monoclonaux avaient en gros échoué. Et heureusement, on n'a pas arrêté la recherche thérapeutique sur les anticorps monoclonaux. Donc j'ai envie de dire la même chose pour les cellules souches embryonnaires. La France n'est pas particulièrement en pointe, et probablement ça rejoint une des questions qui était évoquée plus tard, parce que l'autorisation de faire la recherche avec cellules souches embryonnaires est venue tard en France, plus restreinte qu'ailleurs. Donc la France n'est sûrement pas un leader dans ce domaine. Néanmoins, il y a des équipes qui travaillent. Il y a une équipe à Paris qui travaille dans le domaine cardiaque depuis déjà assez longtemps, qui, je crois, poursuit un travail intéressant. Je crois qu'il y a des travaux dans le domaine aussi de pathologie ophtalmologique et pancréatique. La France participe, mais à une place, honnêtement, à mon avis, modeste, mais il serait bien qu'elle puisse s'élargir, dans la mesure où cette voie de recherche thérapeutique-là, à côté de plein d'autres, avec d'énormes difficultés, mérite d'être promue, à mon sens. Je vais peut-être faire une pause. Oui, donc moi non plus, bien sûr, je ne vais pas répondre à toutes les questions. Il y en a
quand même un certain nombre qui m'interpellent et sur lesquels j'ai envie d'intervenir. J'ai entendu qui est le propriétaire des données. Je pense que ça, c'est vraiment une réflexion, alors qui dépasse largement la question de la génomique, hein, certainement, puisque ce sont toutes les données que je génère. Hein. On pense qu'il n'y a que l'examen clinique et les tests génétiques, mais ce qui est en train de se passer sur les données issues de l'imagerie, par exemple, c'est absolument colossal. Et la possibilité d'interprétation qu'on peut en faire, c'est également colossal. Je pense que la propriété des données, elle doit être discutée, savoir si c'est en réfléchissant à la propriété des données, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire, et à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut en faire pour un organisme tiers qui pourrait les exploiter et les analyser. Je pense que ce qui est important, quelle que soit la réponse que je ne donnerai pas, c'est que le patient puisse y retourner, ou qu'on puisse retourner sur le patient pour l'informer de ces données. Vous évoquiez la question des découvertes incidentes de génétique. Là aussi, les découvertes incidentes, elles seront probablement dans le futur, pas seulement sur la génétique, mais aussi, on le sait, sur l'imagerie, par exemple. Et donc là, il faut que le législateur que vous êtes soit capable de se donner le cadre réglementaire nécessaire à la fois pour que ces données puissent être analysées de façon anonyme par le chercheur et que l'on puisse retourner au patient pour l'informer, en commençant par lui demander s'il souhaite l'être informé, mais qu'on puisse le faire de données qu'on aurait pu découvrir et qui auraient une incidence sur son avenir. La question sur la santé au travail, je la trouve intéressante et pertinente parce qu'en France, on a l'organisation de la santé au travail et des médecins du travail. Et s'il y a un domaine dans lequel la prévention essaye de se développer, c'est bien dans le domaine de la santé au travail. Et donc, si on réfléchit à une médecine préventive ou une médecine prédictive, peut-être que c'est un champ d'expérimentation, puisque c'était ça qui était soulevé, et un champ de recherche qui est intéressant. Je pense que c'est le cas, à condition qu'on puisse l'organiser. Et organiser cela de façon pertinente, c'est organiser cela de telle sorte que les données recueillies, on y revient toujours, soient des données qui soient pertinentes et qui soient des données qui soient utilisables en recherche, c'est-à-dire qui soient extrêmement bien recueillies, de façon extrêmement homogène, et sur lesquelles aussi on puisse retourner pour les affiner. Les données sont les ingrédients. Après ça, les recettes sont de pouvoir les mettre ensemble pour pouvoir tirer des conclusions. Après, il y a la gastronomie, c'est-à-dire qu'il faut absolument que la qualité des ingrédients soit extraordinairement fiable pour que l'on puisse tirer des conclusions. Mais le domaine de la médecine du travail est intéressant parce que c'est un domaine de prévention où les personnes rentrent dans un système sans avoir de pathologie, où une pathologie peut être induite par le travail et où donc on peut peut-être détecter des facteurs qui sont prédictifs de la survenue de pathologies liées au travail. Et c'est un champ expérimental intéressant. Olivier Véran a évoqué le principe d'innovation par rapport au principe de précaution. Je crois que c'est difficile de poser les choses comme ça. Il faut que l'on se donne les moyens d'une innovation en se donnant des cadres réglementaires qui nous permettent de ne pas renoncer, jamais, et puis surtout d'accélérer un peu, parce qu'actuellement on est dans des délais réglementaires pour pouvoir débuter un protocole qui sont au-delà enfin voilà, on est vraiment en retard par rapport à d'autres pays européens. Le Comité national de coordination de la recherche essaye d'y travailler avec les différentes instances à la fois réglementaires et aussi industrielles pour que l'on essaye de faire de la recherche clinique de façon plus rapide. Je crois que la précaution elle est importante, mais je pense qu'il y a un certain nombre de verrous que l'on doit pouvoir lever. Je pense notamment... donc ça dépasse un peu le sujet de la génomique, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus et j'y reviendrai si c'est nécessaire plus tard.
Je sais que le professeur Munich souhaite répondre sur les aspects de culture scientifique, mais moi je dirais juste une chose. Je pense qu'on a besoin de véhicules qui sont pas les nôtres ou ceux de ma génération, et qui peuvent être ceux de générations qui sont en train de profiter des fake news qu'on évoquait tout à l'heure et qui viennent des réseaux sociaux. Je crois qu'il faut que nous arrivions à divulguer au travers des réseaux sociaux, de médias comme YouTube, de médias qui sont extrêmement accessibles sur les smartphones, etc., de la vulgarisation au sens noble du terme de la science et de la recherche, et que on n'est vraiment pas au point, et que ce qui est délivré actuellement via ces médias, c'est effectivement des données qui sont orientées et erronées. Je pense que c'est notre travail de professeur aussi. Bon, maintenant, on ne peut pas tout faire à la fois, et donc c'est pas évident. Derrière, il y a à nouveau la question de l'acculturation des citoyens à la recherche clinique. On a été plusieurs à évoquer, il faut être capable de dire oui, je rentre dans un protocole de recherche, il faut être capable de donner son consentement et que ce soit réellement un consentement éclairé. La complexité des techniques auxquelles on a affaire quand on est devant un sujet devient de plus en plus difficile pour expliquer réellement ce que l'on va faire. Et donc on a vraiment besoin d'arriver à informer de façon éclairée tout le monde, et c'est là où je pense où il y a des efforts de formation à faire, y compris vis-à-vis des patients, mais c'est évidemment pas facile. Il y a quand même des organisations qui existent, et je pense que c'est ces organisations-là qu'il faut renforcer, y compris sur les sujets que l'on vient d'évoquer. Ce sont les organisations de direction et d'organisation de la recherche au sein des établissements de santé et au sein des CHU notamment. C'est actuellement au sein des CHU que se développe cette recherche-là. Nous sommes tous les trois dans des CHU. Les patients viennent consulter à nos consultations au CHU. Donc effectivement, le CHU fonctionne directement avec l'INSERM, mais les organisations qui permettront d'avoir le consentement comme il le faut, d'avoir le circuit du patient dans la recherche comme il le faut, seront toujours probablement à ce niveau-là. Il faut probablement le réaffirmer ici. Je termine juste sur le coût de l'innovation et des médicaments pour dire que la médecine prédictive pourrait aussi être une chance pour améliorer l'accès à l'innovation des patients, en ce sens que on le voit grâce à la détection de mécanismes de plus en plus fins qui viennent de la meilleure connaissance que l'on a des maladies. On fait des sous-groupes de maladies qui, ce sont pas tous les malades atteints de la même maladie qui vont répondre à un nouveau traitement, ce sont seulement certains sous-groupes. Alain Fischer évoquait les anticorps monoclonaux, et clairement c'est le cas. Au sein d'une même maladie, il y a des patients qui vont répondre favorablement à l'anticorps monoclonal, il y a des patients qui ne vont pas répondre. Il faut qu'on ait des biomarqueurs qui soient capables de dire ce patient-là va répondre alors qu'il a la même maladie que cet autre patient dont on sait à l'avance qu'il ne va pas répondre. Parce que sinon, et c'est une façon probablement de diminuer les coûts et de travailler, et on doit avoir la possibilité d'aller extrêmement finement détecter au sein des maladies communes, on est bien dans les maladies chroniques, quels sont les sous-groupes de patients qui répondront à tel ou tel traitement demain. Voilà. Merci. Monsieur Munich, vous vouliez aussi prendre la parole? Oui, je vais répondre à 4 ou 5 des questions pour lesquelles j'ai une quelque légitimité à le faire. D'abord sur la question des variants, des incidental findings, les découvertes fortuites. C'est une situation dans laquelle on souhaite ne pas se trouver. C'est-à-dire que la bonne façon de s'y prendre, c'est de tester les gènes connus et publiés pour donner le dit symptôme ou la dite maladie. Donc, avec l'étude d'un trop grand nombre de gènes, on est exactement dans ce que j'ai dénoncé tout à l'heure comme une arme à double tranchant.
Une famille ne vient pas pour savoir ce qu'il en est du cancer du côlon ou du cancer du sein. Elle vient parce que l'enfant est épileptique, parce qu'il est autiste, parce qu'il est sourd. Donc, là, pour être simple et pragmatique, je crois qu'il faut s'en tenir aux gènes connus et publiés pour donner le dit symptôme et la dite maladie. Et donc, on réduit considérablement le risque d'avoir des découvertes fortuites qui n'ont rien à voir avec la question médicale posée. Je vous rappelle que même lorsqu'on réduit la complexité aux seuls gènes connus et publiés, on n'a jamais une seule réponse, il n'y a pas un seul variant, mais il y a un certain nombre de variants entre lesquels il faut discriminer, il faut arbitrer, et toujours par confrontation avec la clinique. Donc, s'il vous plaît, soyez convaincus qu'il n'y a pas de vérité absolue dans le génome, qu'on ne comprend pas tout, et même quand on réduit les complexités à au seul gène connu et publié, sans parler de la recherche, pour donner un symptôme, on est encore avec non pas une réponse, mais plusieurs entre lesquelles il faut arbitrer. La deuxième question concernait le diagnostic préconceptionnel, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Il est évident que, là encore, on n'innove pas, le monde entier fait cela pour d'autres affections. Loin de nous de rompre les fiançailles ou d'annuler un mariage. Ce n'est pas ça le sujet. C'est-à-dire que si les deux membres d'un couple qui n'ont pas eu encore un enfant halal sont déclarés comme porteurs tous les deux, ils vont passer par le diagnostic prénatal ou préimplantatoire exactement comme s'ils avaient déjà eu un enfant malade ou décédé. Sauf qu'ils font l'économie du premier malade, de la première épreuve. Donc il n'est pas question de ne tester qu'un seul des membres du couple, parce qu'à mon avis, nous sommes tous porteurs de variations, donc on risque de se trouver à inquiéter un couple, et qui sera rassuré parce que l'autre membre du couple ne sera pas porteur de la même variation. Donc je pense qu'il faut, si on y va, y aller avec les deux membres du couple, en se limitant aux affections d'une particulière gravité et aux seules variations réputées pour être les plus pathologiques. Mais dans ces conditions, on devrait être en mesure de proposer non pas une annulation du mariage, mais un diagnostic prénatal sur la base d'un risque qui, Dieu merci, n'a pas encore frappé. Troisième question, M. Bertha, je crois, sur le diagnostic néonatal, 5 diagnostics aujourd'hui et après. Je crois que c'est Bertha qui a posé la question. Oui. Effectivement, il ne s'agit plus de méthode prénatale, il s'agit de nouveau-nés. Ils sont là, on va leur faire une piqûre au talon, un test de Guthrie, pour dépister 5 maladies qui sont les maladies dites actionnables, pour lesquelles on peut faire quelque chose. Une maladie métabolique, une hypothyroïdie, un déficit hormonal, parmi les plus importantes. Donc, pour le moment, on s'en tient à cela, et beaucoup d'entre nous pensons qu'il faudrait y ajouter d'autres affections, comme les déficits immunitaires et quelques maladies métaboliques, et ça serait souhaitable. Mais je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, le diagnostic néonatal, qui était géré depuis 30 ou 40 ans par une association, est passé dans le domaine public, a été repris en charge, avec une réduction des moyens. Donc, en nationalisant, en étatisant les choses, naturellement, ça coûte beaucoup plus cher, et donc on a dû réduire la qualité du dépistage néonatal. Par exemple, et j'en viens à la question sur la drépanocytose, on dépiste aujourd'hui des enfants malades, mais aussi des porteurs, dont les parents, l'un des deux parents est forcément porteur lui-même, si l'enfant est porteur. Donc il est légitime, il est logique de tester l'autre parent au motif qu'il y a autant risque d'avoir la prochaine fois un enfant atteint. Bon. Eh bien, ce discours-là n'est pas entendu ni par les agences régionales de santé, ni par les autorités. On nous demande de faire plus avec moins. Qu'est-ce qui se passe en pratique, madame? Il y a des pauvres couples qui reçoivent des lettres incompréhensibles et qui n'ont même pas accès à un conseiller ou une conseillère génétique pour leur expliquer ce dont il s'agit. Donc cette généralisation, je l'appelle de mes voeux, en particulier pour la drépanocytose, à condition qu'elle soit accompagnée, environnée des mesures qui permettront de faire un bon diagnostic néonatal, un bon dépistage néonatal, ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, je pense que c'est des familles qui sont véritablement à risque d'un déficit d'information parce qu'on n'a pas assorti ce dépistage néonatal des mesures d'accompagnement élémentaires qui est de trouver des professionnels et de financer des professionnels qui pourront parler de cette maladie. Alors, un petit mot sur la drépanocytose. Effectivement,
Marina Cavazzana a publié les premiers succès de la thérapie génique de la drépanocytose. Vous me demandez si c'est confirmé. Oui, c'est confirmé. Les enfants sont sans transfusion depuis plusieurs mois ou années maintenant. Et il y a un programme d'extension à d'autres enfants malades de cette approche thérapeutique. Vous me demandez, est-ce que c'est la panacée universelle? Est-ce que c'est la boîte secrète? Bien sûr que non. On ne va pas faire la thérapie génique à tous les enfants drépanocytaires. Il faudra probablement définir les critères, mais surtout, plus important encore, c'est ce que vous disiez, c'est d'organiser la prévention. Donc je ne pense pas que la thérapie génique ait vocation à guérir la totalité de ces patients, au risque de ruiner notre dispositif de santé, comme l'a rappelé Alain. Mais par contre, nous sommes en devoir, à partir du moment où cette possibilité existe, d'offrir aux couples un choix reproductif, c'est-à-dire identifier ceux qui sont à risque d'avoir un enfant et offrir à ceux-là soit un diagnostic prénatal ou préimplantatoire, soit éventuellement une conservation des cellules du sang de cordon, des cellules souches hématopoïétiques, du sujet lui-même, du nouveau-né lui-même, aux fins de thérapie génique autologue ultérieure. Donc il y a un vrai choix reproductif qui s'offre, mais encore une fois, à condition que ce progrès ne soit pas l'apanage d'un petit nombre, mais que ce soit un progrès partagé. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète au plus haut point, c'est par exemple, madame, de ne pas avoir les moyens de financer, parce qu'ils m'ont été confisqués, les conseillers en génétique qui accompagneront le dépistage néonatal de la drépanocytose. D'accord pour faire plus de diagnostic néonatal, pas d'accord pour le faire au rabais. Je voudrais dire un tout petit mot, parce que ça me soucie beaucoup, la question de l'information scientifique. Nous avons une déontologie, qu'on soit médecin ou chercheur. Je voudrais interpeller la déontologie des professionnels des médias, parce que véritablement, ils portent une responsabilité très importante, et au regard des fake news qu'ils diffusent, et je voudrais savoir comment on pourrait exiger plus de rigueur et plus de probité et plus de sérieux de la part de ces professionnels, que sont les hommes et les femmes de presse et de télévision. On a l'impression qu'aujourd'hui, le diagnostic prédictif, c'est de la blague, c'est facile. Je trouve que c'est de la blague, mais c'est parce que c'est une escroquerie. Quand on entend parler du diagnostic prédictif, on dit oui, aux États-Unis, ça se passe depuis longtemps, tout le monde le fait, vous êtes ringards, on est les derniers des derniers. Mais écoutez, franchement, le diagnostic prédictif, autant il est intéressant en population générale, autant à titre individuel, sa pertinence est extrêmement discutable. Aujourd'hui, quelles sont les affections qu'on peut véritablement prédire chez un sujet en bonne santé, qui n'a pas un apparenté avec un cancer du sein? Je mets ça à part. Hein. Avoir une maman ou une sœur qui a un cancer du sein ou du côlon, c'est une population à risque. Mais quand on est dans une population qui n'est pas exposée, qu'est-ce qu'il faut faire? Et faire du dépistage de masse de BRCA1 et BRCA2, ça me paraît extrêmement contestable quand on n'a pas un apparenté à risque. Donc, je veux dire que ces tests génétiques, en dehors de la prédisposition familiale, du dépistage sans indication familiale, c'est extrêmement risqué. Parce que les informations qu'on obtient sont des informations en population générale, d'amplitude faible, et qui ne concernent pas le sujet lui-même. C'est comme si on se mettait à la sortie d'un bureau de vote et que sur la base de la moyenne des suffrages exprimés dans ce bureau de vote, on puisse inférer ce qu'a été le vote de chacun d'entre nous. Donc pour moi, c'est un abus de confiance. Je ne dis pas que ça va rester toujours comme ça. Il y a des travaux extrêmement intéressants qui ont été publiés tout récemment par des collègues canadiens qui identifient dans le cancer du sein non génétique, à l'exclusion de BRCA1 et BRCA2, qui identifient dans des cancers du sein non génétiques, sporadiques, des populations qui sont identifiées comme à risque, 10% de femmes, qui sont sur la base d'un score de prédiction génétique, polygenic risk score, de 200 variants, prédit une population de 10% de femmes qui sont à risque de développer un cancer du sein non familial. Quand on en sera là, ça vaudra la peine, effectivement, de faire de la médecine prédictive. Mais je pense qu'on en est assez balbutiement. Et aujourd'hui, cette médecine prédictive non affirmée par les preuves et non validée ne constitue pas
un progrès, mais au contraire une menace de marchandisation de ces tests. Merci de votre attention. Bien, je pense que nous allons conclure nos travaux de cette matinée. Je voulais vous remercier infiniment, d'abord pour la précision, mais aussi la concision de vos réponses. Et évidemment, on sera peut-être amené à se revoir à d'autres occasions, vous l'imaginez bien. Donc, merci infiniment et merci à tous les courageux parlementaires qui sont restés jusqu'au bout, parce que c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous indique que notre prochaine réunion sur la bioéthique aura lieu le 6 juin prochain, une nouvelle matinée consacrée à ces questions-là. Et je suis sûre que M. Breton sera présent.